Ils étaient jeunes, joyeux et heureux. Ils sont nés dans un petit village, où se trouve la petite maison de pierre que leurs parents avaient fait construire en économisant un peu d'argent au fil du temps. Ils ont grandi et sont allés à l'école pour la première fois. L'odeur de la craie et des livres neufs marque le jour de la rentrée des classes. À la récréation, dans les rires et les cris des autres petits garçons et petites filles, ils jouent et chantent avec leurs nouveaux camarades, ceux-là même qui deviendront, au fil des aventures, de vrais amis. Les petits ont grandi et font la fierté des grands-parents. À l'école, ils apprennent les mathématiques, la littérature, l'histoire, la géographie, la physique et les langues étrangères. Ces enfants, même s'ils prennent les transports en commun tout seuls et disposent de leurs propres clés, sont encore des enfants. Le matin, ils se lèvent avec l'envie de revoir leurs copains et copines et de continuer les conversations de la veille. Le soir, ils se couchent en rêvant d'aventures et de balades en famille, observant les montagnes et les cours d'eau ruisselants, remplis de cailloux gris qui s'entrechoquent avec le courant qui les emporte. Puis d'un coup, ils se réveillent en sursaut, avec un mal d'estomac qui ne les lâche pas. Le réveil est brutal et en ouvrant les yeux, voient qu'ils se trouvent au bord du gouffre, à 2 pas du trépas. Tout le monde a déjà chuté et il ne reste qu'eux, les yeux humides, les mains tremblantes et le son de la voix qui n'ose plus sortir. Les temps ont bien changé depuis la cour de récré. Des risques nucléaires aux pandémies, du changement climatique aux grandes menaces technologiques, les enfants sont là et le sol est glissant. Il est déjà trop tard et il ne reste rien. Fini la vie d'avant. Fini les câlins avec papa et maman. Fini l'espérance de transmettre ces moments de joie à tous les descendants. Cette histoire, c'est celle de l'humanité, à moins qu'il en soit autrement. Et c'est tout l'enjeu autour duquel nous sommes réunis aujourd'hui dans les bâtiments de l'UNESCO à Paris. Au sein d'Efficience, l'association au nom de laquelle je m'exprime devant vous, nous sommes convaincus que la recherche est un bien précieux et qu'elle a un rôle crucial à jouer dès à présent. Les plus grands problèmes de ce siècle sont socio-techniques, c'est-à-dire qu'ils requièrent des regards divers et des approches multiples. Le séisme Covid-19 qui nous a heurtés de plein fouet l'illustre. Nous avons besoin de toutes les disciplines, des sciences humaines et sociales aux sciences exactes et expérimentales. Sur le plan scientifique, je veux également mettre en avant cette notion centrale qui nous rassemble aujourd'hui, celle de la coopération. Cette coopération, lorsqu'elle est animée par la volonté commune d'affronter la tempête, a vocation à se penser, autant que nécessaire, dans une réflexion interdisciplinaire et transdisciplinaire. Les disciplines permettent à des chercheurs et des chercheuses de parler un langage commun et de construire des outils spécifiques. Mais ces dernières ne doivent pas être des frontières qui nous séparent à la manière de tranchées si profondes que l'on ne pourrait les franchir. C'est à nous de les ajuster, de les adapter et peut-être même de les repenser. Dans un monde instable et confronté à des événements inédits, soyons à l'initiative. Cette coopération doit aussi être internationale. Nous sommes toutes et tous concernés par ces bouleversements. Celles et ceux qui en ont les moyens et le pouvoir ont également la responsabilité et le devoir d'agir avec méthode au service de toutes et tous. Les financements mis à disposition des chercheurs et des chercheuses doivent être à la hauteur des enjeux et venir renforcer, dès lors que l'échange est fécond, les dynamiques de co-construction nord-sud et sud-sud. La coopération doit également prendre acte des contraintes de son temps. Nous ne disposons ni de ressources, ni de temps illimité, et par conséquent, il nous faut prioriser. L'océan de la connaissance est trop vaste pour nager la tête sous l'eau. Avec Efficience et l'ensemble des étudiants et étudiantes qui partagent la démarche, nous avons pris l'engagement d'aligner notre pratique scientifique sur les enjeux impérieux de ce siècle, en raisonnant selon l'heuristique ARN pour prioriser davantage lors de nos choix d'orientation et de nos sujets de recherche. Que signifie ARN ? A pour l'ampleur. Combien de personnes sont affectées par un problème ? Avec quelle intensité ? R pour le caractère réalisable. Il existe des sujets sur lesquels il est plus probable de réaliser des avancées qui requièrent moins d'hyperspécialisation et qui permettent d'apporter des connaissances importantes avec moins de ressources. Et enfin N pour le caractère négligé. Si 1 million de personnes travaillent sur une thématique, mon apport sera probablement bien moindre que sur des axes peu investigués. C'est dans ce contexte que nous avons, en étroite collaboration avec l'UNESCO,
décidé d'aborder deux grands sujets qui viendront cadrer les échanges à suivre, à savoir les pandémies et le changement climatique. Les pandémies, car comme on a pu le voir, cela ne représente hélas pas un problème passager et anecdotique. On a de manière générale une interconnexion et une interdépendance croissante sur tout un tas d'aspects, qu'il s'agisse des transports de personnes, de marchandises, du tourisme, de l'alimentation, notamment avec les animaux destinés à la consommation. Tout ça nous rend vulnérables à n'importe quel pathogène létal transmissible par voie aérienne qui pourrait causer une épidémie, peu importe la localisation du patient zéro, peu importe le point de départ dans le monde. S'agissant du changement climatique et de la transition énergétique, l'immense effort qu'il reste à fournir n'est plus à prouver. La majorité de l'énergie utilisée provient encore de sources fossiles, et chaque semaine à travers le monde, nous voyons un aperçu des conditions de vie qui adviennent progressivement. Après ces quelques mots, mais avant que prennent place les tables rondes et les échanges fructueux, je tiens à souligner que c'est un véritable honneur pour moi d'être ici avec vous, et je tiens à saluer et remercier l'UNESCO pour avoir impulsé l'initiative de cet événement. Comme vous pouvez le constater, j'aurais souhaité me réjouir de la prise en considération grandissante des enjeux impérieux du XXIe siècle. Mais c'est malgré tout avec gravité que je m'adresse à vous. Aujourd'hui, il n'est plus possible d'agir et d'orienter nos travaux de recherche en mobilisant notre seule curiosité. Aujourd'hui, c'est à nous toutes et tous de prendre en compte l'impact de nos actions, de nos carrières et de nos vies pour participer à rendre ce monde soutenable, résilient et accueillant pour tous les êtres présents et futurs. À travers cette journée et les échanges qui pourront avoir lieu, j'aimerais que l'on prenne ensemble un engagement pour faire de ce jour un point d'inflexion sur le chemin que nous allons tracer. Cet engagement fort qui va nous lier, c'est celui qui consiste à ne baisser ni les bras ni les yeux. C'est également celui qui consiste à ne renoncer devant rien, quelle qu'en soit la difficulté et les efforts à fournir. Alors oui, ce sera dur et éprouvant, mais tant que le possible n'a pas été fait, le devoir n'est pas rempli. Nous n'avons encore rien fait tant qu'il demeure au-dessus de nos têtes cette menace toujours plus forte d'extinction de l'humanité. Nous n'avons rien fait si l'on n'assure pas à nos amis, nos frères, nos sœurs et aux enfants de nos enfants les perspectives d'un avenir heureux, les perspectives d'un avenir durable et apaisé. Pour le moment, nous n'avons rien fait. La course contre la montre a commencé. Mesdames, messieurs, des plus jeunes aux plus expérimentés, à nous de jouer.